Le moment est venu d'accueillir notre dernier intervenant de la matinée qui va regagner cette tribune, Michael Greenberg. Il est gynécologue obstétricien, spécialisé dans la médecine de la reproduction, ex-chef de clinique à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, dans le service du professeur René Friedman, sur la plateforme de préservation fertilité masculine et féminine. Et depuis 2004, il est professeur et chef de service de médecine de la reproduction à l'hôpital Jean Verdier à Bondy et de nouveau, me disait-il au téléphone, à l'hôpital Antoine Béclair. Alors, Michael Greenberg a aussi travaillé aux USA dans le département de médecine reproductive à Cornell University. Et puis, il est auteur de plusieurs articles dans différentes revues scientifiques. Alors, ce matin, vous avez titré votre exposé « Oubli du temps, mémoire de la fertilité ». Je vous passe la parole. Merci beaucoup. La mémoire est indispensable pour la cognition et pour l'intelligence, vous le savez. Elle fait appel à des mécanismes extrêmement complexes qui vont impliquer différentes structures du cerveau, différents neuromédiateurs, différentes molécules, différents types de neurones. En termes de reproduction humaine, la reproduction est également gérée par des mécanismes particulièrement complexes pour la production de gamètes, pour l'interaction gamétique. Aujourd'hui, quel est l'objectif de cette reproduction? Si la mémoire est totalement innée et va être encore modifiée avec la vie, en ce qui concerne la reproduction, c'est plutôt quelque chose qui va être acquis, qui va s'acquérir à partir d'un instinct et qui va être modulé par l'éducation, par la culture et par les expériences de la vie. C'est effectivement particulièrement complexe, mais aujourd'hui, pour les patients qui vont être candidats à de la médecine de la reproduction du fait d'une infertilité, il va falloir essayer de les prendre en charge avec une mémoire qui va être en permanence présente dans toutes les étapes de la prise en charge. L'objectif pour ces patients va être de transmettre, on l'a dit avant, leur génétique, qui serait quelque part le garant de l'histoire de la mémoire familiale. Ça nous mène à quoi? Ça mène aux couples qui nous disent, quand on ne peut plus rien faire pour eux dans le cadre de projets homologues et qu'on va les envoyer, leur proposer de recourir à du don de gamètes, à nous dire, au-delà des problématiques de ressemblance, mais comment est-ce que je vais pouvoir transmettre toute cette histoire familiale? Toute la mémoire de ma famille serait contenue finalement dans cette petite molécule d'ADN. De la même manière, les patientes qui sont mutées pour les gènes BRCA, ces patientes qui sont à risque de transmettre ce gène qui serait pourvoyeur de cancer du sein, de cancer de l'ovaire, du cancer du côlon, quand elles sont mutées, elles savent qu'elles vont vivre avec cette épée de Damoclès de savoir le cancer va arriver à un moment de ma vie, mais quand? Et elles savent, ces femmes-là, quand elles vont avoir un enfant, qu'elles ont un risque sur 2 de transmettre cette anomalie. Et pourtant, si on leur propose d'avoir recours à du don d'ovocytes, la majorité d'entre elles vont nous dire non. Je veux transmettre ma génétique. Mon enfant vivra éventuellement avec cette épée de Damoclès. Je l'ai fait, toute ma famille l'a fait. On s'est toutes construites avec ça. C'est dire à quel point cette mémoire familiale, ancrée dans cette génétique, est importante. Pour nous, médecins de la reproduction, quand on va avoir à faire face à des patientes, finalement, la mémoire est en permanence présente pour le médecin, pour la patiente. Pas la mémoire simplement en termes d'absorption de souvenirs de manière totalement passive, mais plutôt des souvenirs qui vont être empreints d'impressions, empreints de tout ce qu'aura vécu cette patiente, empreints de toutes les sensations qu'il y aura pu y avoir, modulées par l'ensemble de nos sens. Et on va se retrouver avec des patientes à qui on va, au moment de l'anamnèse, dans le cadre de cette infertilité, rappeler parfois des souvenirs, et c'est obligatoire pour nous parce que c'est important d'avoir ces informations. On va leur ramener des souvenirs des fois extrêmement compliqués à gérer, notamment des interruptions volontaires de grossesse, alors qu'elles font face maintenant à une infertilité. Elles ont interrompu des grossesses précédemment dans leur vie, et ça va être extrêmement difficile à gérer.
De la même manière, on va les interroger sur des antécédents d'infections génitales qu'elles auraient pu contracter ou d'interruptions médicales de grossesse. Donc des souvenirs extrêmement difficiles et on va les replonger et remettre ça dans leur mémoire, quand bien même elles auraient tenté d'enfouir ça. Et ça, on en vient d'ailleurs à toutes ces infertilités dites aujourd'hui sans cause, pour lesquelles la psychologie joue vraisemblablement un rôle majeur. Et j'en veux pour preuve au quotidien, d'ailleurs, puisque je fais ma vie avec une psychologue qui me dit régulièrement, tu vois, regarde, cette femme-là, on n'a jamais rien trouvé, je l'ai vue en consultation quelques fois et maintenant elle est enceinte. Donc j'entends ça en permanence, mais vous voyez, ça me met face à mes limites au quotidien. Mais en tout cas, force est de constater qu'il y a bien entendu un impact de la psychologie dans ces infertilités. Il y a également la lourdeur des traitements. Il faut savoir que les patientes qui sont candidates à une fécondation in vitro notamment vont devoir s'injecter quelque part un petit peu, traumatiser leur corps en permanence. Et ces traitements vont s'inscrire dans l'histoire de la patiente et au cours de tous ces processus. Non seulement ces injections quotidiennes, mais également ces récupérations d'ovules qui se font, malheureusement, le film ne passe pas, c'est dommage, qui se font par l'intermédiaire d'une ponction transvaginale où on va mettre une aiguille à l'intérieur du corps de la femme. Donc c'est extrêmement traumatisant. Le paradoxe, c'est que beaucoup de ces femmes vont être capables d'oublier littéralement tout ce qu'on leur aura fait endurer si les tentatives sont couronnées de succès. Comme si tout ce qui s'était fait au préalable pouvait être mis de côté. Ça s'apparente finalement quelque part aussi à l'accouchement, où les femmes vont subir un certain nombre de traumatismes, mais finalement, quand le bonheur est là, on est capable d'oublier énormément de choses et de mettre en tout cas dans une case où on arrivera à pouvoir se projeter vers d'autres tentatives et de nouvelles choses qui pourront se faire aussi bien en termes d'AMP ou d'accouchement. J'en viens quand même, quand on parle de ces histoires d'accouchement, à la gestation pour autrui. On ne peut pas rester insensible à toutes les modifications qui se passent pour la femme, qui vont s'inscrire dans son corps, mais également dans sa mémoire. Et finalement, tous ces modes d'accès alternatifs à la parentalité sont quand même extrêmement compliqués à cautionner quand on voit tout ce qui peut se passer et tout ce qui peut s'ancrer dans la tête d'une femme en termes de mémoire quand elle va devoir se séparer de l'enfant et vivre avec ça dans le futur. J'en reviens à l'assistance médicale à la procréation et aux embryons qui peuvent être congelés. On en a parlé un peu précédemment. C'est vrai que ce sont des avancées considérables pour nous qui permettent justement à ces patientes d'éviter toute la lourdeur de la procédure, de réitérer la procédure par des ponctions d'ovocytes, par des stimulations avec des injections. Donc on arrive à en réduire la lourdeur. Ceci étant, quid de ces embryons qui vont persister quand le couple n'aura plus de désir d'enfant? Puisque heureusement nos techniques de temps en temps marchent, et quand elles marchent et que le couple ne veut plus forcément d'enfant, quel destin donner à ces embryons surnuméraires, dits surnuméraires, qui vont être congelés? Les couples ont beaucoup de mal à accepter la destruction au vu de la mémoire et de tout ce qui s'est ancré dans leur parcours, de toute la lourdeur de ce parcours. Et on se retrouve dans tous les sécos avec pléthore d'embryons pour lesquels les couples ne répondent pas à la volonté de dire est-ce qu'ils veulent les garder, est-ce qu'ils veulent les donner à la recherche, est-ce qu'ils veulent les détruire. Cette destruction est extrêmement compliquée pour ces couples à appréhender et donc ils n'arrivent pas le plus souvent à en formuler la demande. Il faut savoir que la médecine de la reproduction a récemment été, je pense, révolutionnée par la capacité qu'on a désormais à pouvoir congeler des ovocytes et congeler du tissu ovarien. On est capable maintenant de congeler cette grosse cellule qu'est l'ovocyte et d'avoir, c'était déjà vrai pour l'homme depuis 30 ans, puisqu'on sait congeler des spermatozoïdes depuis plus de 30 ans, on a en quelque sorte des espoirs congelés pour les hommes, les femmes, qui vont être atteints de pathologies, notamment cancéreuses, pour lesquelles on sait que les traitements vont considérablement impacter et diminuer leur potentiel de fertilité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est des couples qui vont pouvoir mettre de côté des gamètes, du potentiel génétique, pour pouvoir le réutiliser des années plus tard
5, 10, 15, 20 ans, 30 ans si c'est des enfants, si ça a été congelé dans l'enfance, pour pouvoir se reprojeter dans la possibilité de pouvoir transmettre leur génétique et d'avoir un enfant avec leurs propres gamètes. Ça pose un certain nombre de questions, notamment l'utilisation future de ces gamètes congelés au moment où il va falloir se remémorer tout le parcours et tous les traitements anticancéreux qui auront été administrés, puisqu'il y aura un lien indéniable, indéfectible, entre le fait d'avoir congelé ses ovules à un moment de sa vie et le fait d'avoir été malade à ce moment-là. Ça va poser énormément de questions, ça va replonger quelque part ces patients, ces patientes qui se seront construits depuis des années avec l'antécédent de cette maladie, ça va d'un coup ressurgir et leur remémorer tout ce qui s'était passé. Est-ce que ça aura un impact sur les taux de succès de nos tentatives? On ne sait pas. Ça ne fait pas encore suffisamment de temps qu'on utilise notamment ces ovocytes congelés. Mais on ne peut pas ne pas penser qu'il n'y ait pas d'impact de toute cette résurgence de souvenirs des traitements anticancéreux. On congèle aussi des gamètes dans du tissu ovarien, notamment pour les petites filles avant la puberté. On enlève un morceau d'ovaire, le but va être de regreffer, après avoir fragmenté ce tissu ovarien, va être de le greffer, alors malheureusement la vidéo ne passera pas non plus, on est capable de faire des patchs avec ces petits morceaux d'ovaire pour les regreffer. Ces femmes vont pouvoir reprendre une activité ovarienne, avoir des grossesses naturellement après greffe de ce tissu ovarien. Mais ce tissu ovarien est un tissu. Un tissu, ça veut dire un amas de cellules. Un amas de cellules peut signifier, dans un certain nombre de cas, qu'il y ait de la maladie résiduelle dedans. Ce tissu peut être finalement gardé en mémoire le cancer qu'elles auraient pu avoir. Ces patientes vont donc prendre un risque, si elles sont greffées, d'avoir une récurrence de leur maladie. Ça devient donc extrêmement complexe pour elles de faire cette transition entre le désir de vouloir avoir un enfant, de vouloir transmettre leur génétique et finalement de reprendre des risques de récidiver de leur pathologie. Au niveau médical aussi, la mémoire est mise en jeu, bien entendu. Pour nous, médecins, on est dans une discipline qui, quand même, est très particulière. En gros, seul un couple sur deux ne va finir avec un enfant, malgré nos procédures, au mieux. On est obligé d'être conscient de ça, de nos limites, même si c'est parfois difficile, mais on se doit aussi d'avoir conscience de tout le manque de connaissances qu'on peut avoir quant au fait de savoir si une femme va être enceinte ou pas. On n'a aucune idée, on n'a aucun marqueur de la fertilité aujourd'hui qui soit à notre disposition. Et ça, il faut bien qu'on le garde, nous, en mémoire. Il faut qu'on garde en mémoire toute notre méconnaissance. Et pour être un bon médecin, il va falloir être capable de dire non de temps en temps, mais en sachant qu'on va être capable de peut-être faire en sorte qu'une femme n'aura pas de grossesse alors qu'elle aurait peut-être pu en avoir, mais parce qu'on va travailler sur des statistiques et des probabilités. Et donc on a tous en tête des histoires de chasse avec des patientes qui ont été enceintes sur des grossesses miracles, mais on ne peut pas nous faire notre médecine avec ça en mémoire. On est obligé de changer, d'adapter nos procédures en se disant il y a plus ou moins de bonnes chances que ça fonctionne. Mais ça reste du plus ou moins, et ça, il faut qu'on en ait conscience. Enfin, pour les enfants. Les enfants, notamment ceux qui seront issus du don. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut, aujourd'hui, on en a parfaitement conscience, ils ne peuvent pas se construire avec des secrets de famille. C'est trop compliqué, ça posera à un moment ou à un autre des problèmes. Les couples en sont conscients, c'est sûrement une épreuve supplémentaire à un moment, et ils nous interrogent souvent par rapport à ça. Comment l'annoncer à mon enfant? Est-ce que je dois l'annoncer à mon enfant? On avait les mêmes problèmes au tout début de l'assistance médicale à la procréation. Est-ce qu'il faut que j'annonce que mon enfant est issu de ce type de technique? Ça a mis très longtemps à se démocratiser et à accepter pour les couples d'avoir eu recours à ça, à ce type de procédure. Les enfants doivent être informés. Et les enfants doivent être informés également dans ces contextes de dons de gamètes. Pour conclure, je voudrais juste vous dire qu'il est aujourd'hui, pour nous, médecins de la reproduction, et pour les patientes, la mémoire est en permanence présente et nous entoure à tous les moments de notre prise en charge.
Et aujourd'hui, on est obligé de faire avec, de nous construire et d'aider les couples en ayant conscience de toutes ces choses-là. Et donc, je crois que, effectivement, elle peut nous jouer des tours, des femmes peuvent omettre un certain nombre de choses qu'elles vont nous raconter. Nous, on va peut-être omettre de temps en temps des choses aussi. Mais aujourd'hui, globalement, on ne peut pas faire fi de tout ce qu'il va y avoir, tout ce qui va encadrer le processus de reproduction et de procréation et de l'impact de cette mémoire dont il va falloir en permanence tenir compte. Je vous remercie de votre attention. Je me souviens plus très bien, comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser sur la veine bleue